Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la Première ministre, finalement, votre audition est extrêmement importante parce que, quelque part, vous cochez toutes les cases en ayant été ministre du Transport, ministre du Travail et Première ministre sur voilà, quelle a été et quelle est la stratégie du gouvernement français face au développement de l'ubérisation. Et c'est un des sujets au cœur de notre commission d'enquête parlementaire. Lors des auditions précédentes, on a pu voir à quel point finalement la stratégie d'Uber, qui à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne, perd un à un les décisions de justice, qui à chaque fois démontre bien qu'il y a une situation de subordination entre le chauffeur des VTC et la plateforme, entre le livreur et la plateforme, et donc se retrouve à devoir requalifier, se retrouve face à des décisions de justice qui exigent la requalification en salariés des travailleurs, en fait, faussement, en fait, indépendants, et la question du lien de subordination s'impose. C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que la Commission européenne a décidé donc de mettre à son agenda législatif cette proposition de directive européenne. Et face à cela, la stratégie d'Uber a été, dans un premier temps, de défendre un tiers statut, ni indépendant ni salarié, puis de développer une autre rhétorique qui vise à dire qu'il faut un dialogue social, il faut de nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes. Et d'ailleurs, Dara Khosrow, c'est toujours très dur à prononcer, Dara Khosrowshahi, le PDG d'Uber, avait présenté un Better Deal et dans une tribune a pu vanter et prendre en exemple la France comme modèle pour son instauration de dialogue social et de ses droits des travailleurs des plateformes à travers ce qui va devenir par la suite la création de l'ARP. En fait, il faut bien comprendre que la stratégie des plateformes, c'est on concède des droits pour ne pas avoir à requalifier en salarié. Et le débat sur la directive est bien dans ce contexte-là. Alors, ma question est la suivante. Vos collègues précédents, messieurs les ministres Clément Beaune et Olivier Dussopt, finalement ont dit que, et vous-même, que vous étiez prêts à accepter le texte de compromis présenté par la présidence tchèque en décembre au Conseil. Or, c'était un texte de torpillage de la directive, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas eu de majorité qualifiée. Et sur la base de cette position qui prévoyait d'ajouter bien des critères par rapport à ce que proposait la Commission européenne, des exemptions en plus, des délais suspensifs. Je pense notamment aux exemptions que la France voudrait mettre en place, c'est-à-dire si un pays, un État membre de l'Union européenne qui organise le dialogue social, alors il peut être exempté de l'application de la directive présomption de salariat. Bon. Autrement dit, dans cette situation, si ce projet-là avait été adopté, les faux indépendants d'Uber et de Deliveroo, pour prendre ces exemples-là, qui sont considérés d'ailleurs dans l'étude d'impact de la Commission européenne comme, en fait, faisant partie des 5 millions de travailleurs des plateformes à l'échelle européenne qui devraient être requalifiés en salariés. Les textes sont très clairs et disent que les livreurs et les chauffeurs VTC devraient être requalifiés en salariés. Si cette directive avait été adoptée, eh bien, ils seraient restés, en fait, au statut indépendant. Et on n'aurait pas reconnu le lien de subordination. Alors, pouvez-vous confirmer que les travailleurs considérés comme de faux indépendants par la Commission européenne doivent rester, selon vous, sous statut d'indépendants? Et je vous ai adressé par l'intermédiaire, ou plutôt la présidente du groupe de la France Insoumise, Madame Panot, vous adressez un courrier aujourd'hui sans réponse, vous demandant au nom de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution d'organiser un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale sur ce que va être la position de la France défendue au Conseil de l'Union européenne. Les différentes composantes de la NUPES ont fait de même. Il y a une exigence de transparence et de démocratie. Vous comprenez bien que l'enquête des Uber Files montre que sur la période des révélations Uber Files, il y avait une totale opacité des rencontres entre le ministre de l'économie de l'époque et les dirigeants d'Uber, avec plus de 17 échanges où on a pu voir et on découvre avec l'ensemble des documents que nous sommes en train d'étudier, transmis par Mike Magan, à quel point il y avait vraiment toute une stratégie entre le ministre et les dirigeants d'Uber pour peser dans une opacité totale et contre l'avis du gouvernement. Et aujourd'hui, on voit que vous défendez, le gouvernement français défend finalement la même stratégie qu'Uber contre la directive européenne présomption de salariat, contre même d'ailleurs vos députés européens Renaissance, et encore une fois dans une certaine opacité. Un débat à l'Assemblée nationale
transparent assorti d'un vote permettrait de sortir cela. Est-ce que vous allez choisir cela, ou bien comme sur les retraites, vous, à coup de 49.3 ou de menaces, article 40, le débat n'aura pas lieu. C'est une question de transparence et de démocratie qui est redéfinie à chaque fois lors des auditions de Transparency International. Plus il y a de contrôle citoyen, plus il y a de démocratie, mieux on organise la séparation des lobbies et de l'État. Donc, vous comprendrez, ma question démocratique est un enjeu extrêmement important. Et les confédérations syndicales m'ont bien dit qu'elles n'avaient pas été sollicitées sur la position de la France sur la directive présomption de salariat et souhaitent également ce débat. Je souhaite évidemment que la Première ministre puisse répondre à ces questions et qu'on puisse en poser d'autres. J'ai déjà 5 députés qui veulent aussi poser des questions, dont d'ailleurs je précise de la France Insoumise. Je souhaite que tout le monde puisse poser des questions. Donc j'inviterai vraiment là à essayer de rester assez bref et de nous en tenir aux questions. Madame la Première ministre. Alors, c'est assez original. Là, je viens d'entendre un long exposé de votre part sur votre point de vue sur les plateformes. Si ça vous intéresse d'avoir mon point de vue, je peux aussi exposer le mien. Là, vous avez exposé le vôtre longuement. C'est assez original dans une commission d'enquête de finalement assister quasiment à une conférence de presse. Mais je vais essayer donc de répondre à votre question. Depuis le départ, et j'imagine que vous avez peut-être auditionné des travailleurs, des représentants des VTC, il se trouve, même si ça n'est pas votre point de vue, qu'il y a des travailleurs qui veulent le statut d'indépendant. Ils veulent le statut d'indépendant parce qu'ils veulent choisir, par exemple, leur rythme de travail, parce qu'ils peuvent travailler avec plusieurs plateformes. Donc, ce qui guide la position du gouvernement, ce qui l'a guidé dans le précédent quinquennat et qui continue à la guider, c'est de dire qu'on souhaite permettre à des travailleurs qui veulent un statut d'indépendant, avec ce que ça suppose, par exemple, choisir les moments où on travaille et ceux où on ne travaille pas, pouvoir travailler avec plusieurs plateformes, on souhaite qu'ils puissent le faire en ayant toutes les garanties d'être réellement indépendants. C'est pour ça que, dès la loi d'orientation des mobilités, il y a des protections supplémentaires qui ont été introduites. Par exemple, le fait que le chauffeur VTC puisse choisir de faire ou de ne pas faire une course, et quand il choisit de faire une course, qu'il puisse le faire en ayant les éléments nécessaires, c'est-à-dire c'est une course qui va durer combien de temps, qui va devoir aller à quel endroit et pour quelle rémunération. Donc nous, on défend et on continuera à défendre qu'il y a une place pour du travail indépendant dans ce secteur-là, qu'il peut par ailleurs y avoir des faux indépendants, et il y a eu un certain nombre de décisions de justice quand il y avait un lien de subordination. Donc soit il y a des critères qui permettent de... Enfin, il est utile qu'il puisse y avoir une harmonisation au niveau européen sur les critères qui peuvent permettre de requalifier la relation entre une plateforme et un travailleur en salariat. Et dans ce cas-là, on bascule dans un champ sur lequel les droits sociaux sont bien balisés par des décennies de négociations collectives. Donc soit on n'est pas dans ce cas-là, et dans ce cas-là, on considère que le fait de ne pas être salarié ne doit pas empêcher de construire des droits collectifs pour les travailleurs. C'est la ligne que l'on tient. Vous me dites que le texte de décembre 2022 était un mauvais texte, c'est votre point de vue. Ça n'était pas celui que portait la France, ça n'était pas celui du commissaire Schmitt, dont vous avez bien compris qu'il tient à cette directive et qu'il avait validé le texte de décembre 2022. Donc je ne sais pas ce qui vous permet de dire que ce texte n'était pas bon. En tout cas, ce n'est pas l'avis du commissaire qui porte ce texte. Donc la position de la France, elle est parfaitement transparente. Je vous l'ai expliqué. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir un débat 50-1 ? Enfin, vous avez des semaines de contrôle dans lesquelles vous pouvez demander à l'inscrire, et pourquoi pas. Ce que je note, c'est que ces débats-là, on les a déjà eus longuement. On les a eus au moment du débat sur la loi d'orientation des mobilités. On l'a eu au moment où on a ratifié l'ordonnance qui était prévue dans la loi d'orientation des mobilités. Si le Parlement souhaite un nouveau débat, pourquoi pas. Voilà, si ça peut être inscrit à l'ordre du jour, c'est pas forcément, je suis pas forcément la seule à pouvoir l'apprécier. Et peut-être que, par exemple, les parlementaires qui suivent les affaires européennes pourraient avoir un avis sur le sujet.